À 60 ans, Pascal Obispo explose de colère et avoue enfin ce que personne n'avait jamais osé dire sur Laetitia Hallyday. L'auteur-compositeur qui a écrit certains des plus grands succès de Johnny Hallyday ne cherche plus à ménager qui que ce soit. Devant les caméras, il lâche ce mot terrible, froid et calculé. Pseudo-compagne, fausse compagne. Pour lui, c'est pas une simple querelle, ce n'est pas un malentendu entre amis. C'est une trahison lente, orchestrée dans l'ombre. Il affirme avoir été écarté du cercle intime de Johnny, non pas à cause d'un conflit personnel, mais parce qu'une main invisible contrôlait tout autour du rocker, ses rendez-vous, ses appels, ses émotions. Après 7 ans de silence, Obispo parle enfin. Il évoque des messages qui ne portaient plus la voix de Johnny, des échanges filtrés, des regards évités. Il raconte la douleur d'un homme qui voyait son ami s'enfermer dans un silence étrange, comme entouré d'un mur invisible. Sa colère n'est pas celle d'un artiste blessé dans son orgueil, c'est celle d'un témoin, d'un ami, d'un frère d'âme, qui a vu la lumière d'un géant s'éteindre derrière des rideaux de manipulation. Et derrière cette explosion tardive, il n'y a ni vengeance, ni calcul. Seulement le cri d'un homme qui a vu une légende se faire voler son âme. Avant le tumulte, il y avait la musique. Et au cœur de cette musique, une rencontre. Pascal Obispo et Johnny Hallyday. À la fin des années 90, le rocker cherche un nouveau souffle, quelque chose de différent, de vivant. Obispo, alors figure montante de la scène française, est appelé pour composer. Ce qu'il va créer dépasse toutes les attentes. En 1998 sort l'album Ce que je sais, un disque majeur, porté par un titre devenu légendaire, Allumer le feu. Ce refrain, repris dans tous les stades de France, scelle leur lien. Entre eux naît une complicité rare, faite de respect et de franchise absolue. Johnny admirait chez Pascal ce qu'il exigeait de lui-même, la sincérité et le courage de dire non. Un jour, alors qu'il travaille en studio, le rocker chante sans conviction. Pascal ose le dire. Le ton monte. Johnny le fixe, surpris, puis sourit. Je veux des gens qui me tiennent tête. Cette phrase restera gravée dans la mémoire d'Obispo. Elle était la promesse d'une amitié fondée sur la vérité, pas sur la flatterie. Dans les années qui suivent, ils partagent des heures de studio, des tournées, des confidences à huis clos. Johnny lui confie parfois sa fatigue, sa peur du vide, ce besoin constant de prouver qu'il reste le meilleur. Pascal, lui, devient l'un des rares à pouvoir lui parler sans détour, à lui rappeler qu'il peut être simplement un homme. Mais la sincérité a un prix. Dans un univers où la loyauté se mesure souvent au silence, celui qui dit la vérité finit toujours par déranger. Et peu à peu, sans comprendre pourquoi, Pascal sent le vent tourner. La confiance qui les unissait commence à se fissurer. Et cette franchise, qui avait bâti leur amitié, allait devenir la raison de son exclusion. Mais c'est justement cette franchise qui fera de lui le premier à être écarté du cercle autour de Johnny. Au tournant des années 2010, quelque chose se fissure dans la relation entre Pascal Obispo et Johnny Hallyday. Ce n'est pas une dispute, ni un mot de trop. C'est plus subtil, plus insidieux. Un effacement progressif, un éloignement orchestré dans l'ombre. Tout commence par de petits détails. Un appel manqué, un message resté sans réponse, un rendez-vous annulé au dernier moment. Pascal n'y prête pas attention d'abord. Johnny est un homme occupé. Les tournées s'enchaînent, les interviews aussi. Mais peu à peu, la distance devient palpable. Un soir, il envoie un simple message. « Frère, tu me manques. » La réponse tombe des heures plus tard. « Merci Pascal, à bientôt. » Les mots sont froids, impersonnels. Ce n'est pas le ton du Johnny qu'il connaît. Johnny, lui, répondait toujours avec humour, avec chaleur, souvent par un surnom, une blague, un cœur dessiné au stylo sur une feuille froissée. Ce ton distant lui glace le sang. Il relit plusieurs fois le message, cherche dans chaque mot une trace de l'homme qu'il a connu. Rien. Puis les signes se multiplient. Quand il appelle, quelqu'un décroche à la place de Johnny, une voix polie qui promet de faire passer le message. Les invitations s'évaporent, les projets en commun sont repoussés, puis oubliés. Les rares fois où il croise Johnny en public, le regard de son ami semble voilé, comme s'il portait le poids d'un secret qu'il ne pouvait pas partager. Pascal comprend que quelque chose ne va pas. Il en parle à quelques proches, sans oser formuler le mot « contrôle ». Il ne veut pas y croire. Comment le chanteur le plus libre de France, celui qui incarnait la rébellion et la route ouverte, pourrait-il être retenu par d'autres? Et pourtant, tout pointe vers cela. Un entourage qui gère ses rendez-vous, filtre ses communications, choisit qui peut l'approcher. Quand la maladie de Johnny est révélée, en 2017, le choc est immense. Pascal apprend la nouvelle par la presse, non par un appel. Il écrit aussitôt
Je suis là si tu as besoin. Je viens quand tu veux. Kne Dodajena. Cette fois encore, la réponse est courte, étrange. Merci pour ton soutien. Tout va bien. Les mots ne sont pas de lui. Johnny n'a jamais écrit tout va bien. C'est le genre de phrase administrative sans âme. Pascal se tait, mais dans son cœur, un doute s'installe. Johnny n'est plus seul, mais il n'est plus libre. Les semaines passent, et le silence s'épaissit. Les médias montrent un Johnny souriant, entouré, présent sur scène. Mais Pascal sait que cette image est fausse. Derrière le rideau, le rocker s'éteint lentement, cerné par des visages nouveaux, des amis de dernière heure qui semblent parler à sa place. Quand il tente d'obtenir de ses nouvelles, on lui répond « ce n'est pas le moment ». Quand il propose de lui rendre visite, on lui dit « il se repose, ce n'est pas possible ». Chaque tentative devient un refus poli. Chaque porte se ferme avec le même sourire glacé. Dans son esprit, les pièces du puzzle s'assemblent. C'est pas Johnny qui l'évite, mais quelqu'un qui veut qu'il s'éloigne. Il commence à percevoir une organisation méthodique, presque militaire, autour du chanteur, des assistants, des conseillers, des proches, tous filtrant le moindre contact. Ce qu'il prend d'abord pour un excès de précaution lui apparaît bientôt comme un système de contrôle. Un soir, il confie à un ami. Ce n'est plus Johnny, ce n'est plus lui qui décide. Il est prisonnier dans sa propre maison. Ah, la phrase est restée suspendue, lourde. Ceux qui l'écoutent ne savent pas s'il exagère ou s'il dit la vérité. Mais dans la voix de Pascal, il n'y a ni rancune ni amertume, seulement la douleur de voir un homme qu'il admire devenir une silhouette qu'on déplace selon les besoins. Puis viennent les rumeurs. On parle de disputes entre Johnny et ses enfants, David et Laura, d'un climat tendu au sein de la famille, d'un entourage nouveau qui protège la veuve et les deux plus jeunes filles, Jade et Joy. Pour Pascal, tout cela n'est pas une coïncidence. Il reconnaît la mécanique, isolée pour mieux régner. Couper les anciens amis, éloigner les enfants adultes, garder autour de Johnny ceux qui ne contestent rien. Chaque nouvel article dans la presse est une blessure supplémentaire. Les photos de Johnny souriant cachent mal la fatigue de son regard. Pascal voit un homme usé, épuisé, affaibli, mais surtout entouré de visages qui ne sont pas les siens. Il sait que quelque chose se joue, quelque chose qu'on ne dit pas. Un jour, il revoit un message ancien resté dans son téléphone. « Frère, je suis fier de toi. On se voit bientôt. » C'était Johnny le vrai. Il compare les deux écritures, les points, les majuscules, les expressions. Rien à voir. Et alors, il murmure cette phrase qui deviendra plus tard son aveu le plus glaçant. Je ne sais même pas si c'était lui qui me répondait. Ce doute, il ne le partage pas encore publiquement, mais il grandit en lui jusqu'à devenir une certitude. Johnny n'est plus maître de ses mots, d'autres parlent, d'autres décident, d'autres écrivent. Le rocker qui chantait la liberté est maintenant un prisonnier sous influence. Quand Johnny meurt, le 5 décembre 2017, Pascal ne fait aucune déclaration. Il reste silencieux. Mais ce silence n'est pas du chagrin seulement, c'est aussi la conscience qu'on lui a volé quelque chose, la possibilité de dire au revoir. Il n'a pas pu lui parler une dernière fois, ni lui dire merci, ni même lui dire qu'il l'aimait. Ce vide, aucune interview, aucun hommage ne pourra jamais le combler. Pendant des années, il gardera cette blessure pour lui. Mais derrière ses yeux calmes, il rumine les mêmes questions. Qui contrôlait vraiment Johnny? Qui décidait de ce qu'il pouvait dire ou non? Qui filtrait ses amitiés, ses colères, ses élans? Les réponses, il les trouve peu à peu à travers des confidences, des bribes, des souvenirs. Et plus il découvre, plus sa colère monte. Ce qu'il croyait être un éloignement personnel n'était qu'un symptôme. La vérité, il la dira plus tard d'une voix ferme. Ce n'est pas Johnny qui m'a écarté. Ce sont ceux qui l'entouraient. À partir de là, Obispo n'est plus seulement un artiste meurtri. Il devient le témoin d'un engrenage plus grand que lui, une spirale où l'amitié, la gloire et la manipulation s'entremêlent. Le doute s'est transformé en certitude, la douleur en révolte, et cette révolte, il la portera jusqu'au bout. Jusqu'au jour où il décidera enfin de tout révéler. Le 12 juin 2025, une interview fait l'effet d'une bombe. Sur un plateau télévisé parisien, Pascal Obispo s'installe face à la journaliste, visiblement tendue mais décidée. Les caméras tournent, la lumière est crue. À la première question sur Laetitia Hallyday, il hésite à peine une seconde avant de lâcher la phrase qui va résonner dans tout le pays. « Je parle avec des gens positifs. L'autre camp, ça ne m'intéresse pas. » Puis, quelques instants plus tard, le mot tombe. Glacial, tranchant. Pseudo-compagne. Ce mot, prononcé avec calme, ne laisse aucune place au doute. Ce n'est pas une maladresse. C'est une accusation.
Pascal ne remet pas seulement en cause le rôle de Laetitia dans la vie de Johnny, il en conteste la légitimité même. Pour lui, la compagne du rocker n'était plus la femme qu'elle prétendait être, mais la pièce maîtresse d'un système d'isolement et de contrôle qui aurait privé Johnny de sa liberté jusqu'à la fin. Le public est sous le choc. Certains dénoncent une attaque indigne, d'autres saluent enfin la parole d'un témoin resté trop longtemps muet, mais derrière le scandale médiatique se cache une douleur profonde, celle d'un homme qui dit avoir tout vu, tout compris, trop tard. Obispo raconte alors ce qu'il n'avait jamais osé dire, les repas familiaux empoisonnés, les phrases qui faisaient mal, les regards pesants autour de la table. Il se souvient d'une soirée en particulier. Johnny, fatigué, est assis à côté de David et de Laura. L'ambiance est lourde, presque électrique. Laetitia, d'un ton sec, lancé. Ils n'ont besoin de rien. Ces mots, simples en apparence, claquent comme une gifle. Autour de la table, le silence se fige. David baisse les yeux, Laura quitte la pièce. Johnny ne dit rien. Et Pascal comprend, à cet instant précis, que quelque chose s'est cassé à jamais. Il racontera plus tard. Ce soir-là, j'ai senti le froid. Le vrai. Celui qu'on ne voit pas mais qui tue tout. À partir de ce jour, il ne reverra plus jamais la famille au complet. Les repas deviennent rares, les invitations sélectives. Un fossé se creuse, entretenu par des murmures, des tensions, des exclusions. Selon Pascal, cet éloignement n'était pas naturel. Il était voulu, calculé. On séparait les anciens amis, on isolait Johnny, on faisait taire ceux qui posaient trop de questions. Dans l'interview, il emploie un mot qui glace l'assistance, gouroutiser. Ce terme, utilisé pour la première fois par lui, évoque l'emprise, la manipulation psychologique, le contrôle total d'un esprit par un petit groupe. Pascal affirme qu'à la fin de sa vie, Johnny était sous influence, que ses décisions, ses paroles, jusqu'à ses messages étaient filtrés. Ce n'était plus lui, dit-il. C'était un Johnny entouré, contrôlé, fatigué, à qui on soufflait ce qu'il devait dire. Ce qu'il décrit n'est pas une simple atmosphère toxique, c'est une stratégie d'isolement. Un mur invisible dressé autour d'une icône, personne ne pouvait plus l'approcher sans autorisation. Même ses enfants, David et Laura, voyaient leurs visites restreintes, leurs appels ignorés. Le rocker qui chantait la liberté vivait désormais enfermé dans une cage dorée. Les révélations de Pascal continuent. Il explique que, lors des derniers mois, plusieurs proches musiciens, amis de longue date, ont vécu la même exclusion. Certains ont tenté d'envoyer des messages, d'autres de le voir, tous ont reçu la même réponse. Ce n'est pas possible. Pour lui, cette répétition n'était pas un hasard. C'était la preuve d'une organisation. Quelqu'un décidait, filtrait, verrouillait, puis vient le sujet que tout le monde redoute, le testament. Le fameux document rédigé en Californie qui laisse l'intégralité de l'héritage à Laetitia et aux 2 filles adoptives, Jade et Joy, en excluant totalement David et Laura. Pascal ne cache pas son indignation. Johnny aimait ses enfants, dit-il. Jamais il n'aurait voulu les déshériter. Jamais. Pour lui, ce testament n'est pas un choix libre, mais le résultat d'une influence, d'un encadrement étouffant au moment où Johnny était affaibli par la maladie. Il parle de documents signés dans la fatigue, de décisions prises sous pression, d'un homme trop affaibli pour se défendre. Ces mots sont mesurés, mais leur portée est explosive. On l'a dépouillé pas seulement de son argent, mais de sa volonté. Sur le plateau, la tension est palpable. Le journaliste tente de le faire taire, mais Obispo continue. Il n'est quelque ni scandale ni vengeance. Il veut comprendre comment un monument de la chanson française a pu mourir dans un silence aussi organisé. Il décrit le climat autour de Johnny dans les dernières années, les conseillers, les assistants, les gardes rapprochés, tous persuadés d'agir pour son bien. Mais pour Pascal, cette bienveillance n'était qu'un écran. Ce n'était pas de la protection, c'était du contrôle. Il parle d'une vie compartimentée, d'un homme qui n'avait plus la liberté d'appeler qui il voulait, ni même de lire ce qu'on lui envoyait. L'image d'un Johnny seul, surveillé, isolé, hante désormais ses paroles. Obispo raconte aussi sa propre douleur, celle d'avoir vu l'amitié disparaître dans un labyrinthe d'interdits. Il se souvient d'une dernière tentative, quelques semaines avant la mort du rocker. Il envoie un message, long, sincère, presque une prière, pas de réponse. Quelques jours plus tard, Johnny meurt à Marnes-la-Coquette. « J'ai su que je ne le reverrai plus, » dit Pascal, les yeux humides. Et le pire, c'est que je ne sais même pas s'il a lu mes mots. Sa voix tremble, mais son ton reste ferme. Il ne veut pas d'apitoiement. Ce qu'il demande, c'est la reconnaissance d'une vérité. Il veut qu'on admette qu'à la fin, Johnny Hallyday n'était plus libre. Les semaines qui suivent cette interview, la tempête médiatique est totale. Les fans se divisent
Certains défendent Laetitia, d'autres soutiennent Pascal et les enfants de Johnny. Mais dans cette cacophonie, un sentiment domine, le malaise. Pour la première fois, un proche parle d'emprise, de manipulation, d'un Johnny volé. Les mots d'Obispo résonnent avec ceux d'autres témoins. Eddie Mitchell, ami de longue date de Johnny, confirme à demi-mot qu'il s'est, lui aussi, senti tenu à l'écart. Des techniciens, des musiciens, des anciens collaborateurs racontent des scènes similaires. Les portes closes, les coups de fil filtrés, les rendez-vous annulés sans explication. Petit à petit, l'accusation prend corps. Ce qui paraissait autrefois une querelle de succession devient une affaire morale. Comment à T ont pu priver un homme de ses repères, de ses amitiés, de sa vérité? Pascal sait qu'en parlant, il risque gros. La colère du clan Hallyday, les attaques juridiques, la pression médiatique. Mais il ne recule pas. On m'a rayé de sa vie sans raison. Aujourd'hui, je refuse qu'on raye sa vérité. Ces mots frappent juste. Ils ne sont ni haineux, ni calculés. Ils viennent d'un homme blessé, d'un témoin qui se sent investi d'un devoir. Le devoir de dire que derrière la légende dorée, il y avait la peur, la solitude et l'injustice. Dans les dernières minutes de l'entretien, il conclut d'une voix posée, presque résignée. C'est plus une question d'héritage, c'est une question de vérité. Une question de mémoire. Parce qu'un homme qui ne peut plus choisir sa vie, c'est un homme qu'on a déjà fait disparaître. Le silence qui suit est lourd. La journaliste ne trouve rien à répondre. Dans le studio, on entend à peine les respirations. Et dans ce silence, le public comprend. Pascal Obispo vient de briser un tabou. Désormais, il n'est plus seulement le compositeur de Johnny. Il est le gardien de sa vérité. Celui qui, après 7 ans de mutisme, ose dire tout haut ce que d'autres taisaient tout bas. Et derrière sa colère, il y a un seul combat. Rendre à Johnny son humanité perdue. Ce n'était plus une guerre d'héritage. C'était une guerre pour la vérité, pour l'âme d'un homme qu'on avait voulu réduire au silence. Après cette interview qui a bouleversé la France entière, Pascal Obispo n'a plus rien à perdre. Il sait que ces mots ont déclenché une tempête, mais il assume tout. Car pour lui, ce combat n'est plus celui d'un artiste blessé. C'est une question de fidélité, de mémoire et de justice. Dans les jours qui suivent, il reçoit des centaines de messages, certains de soutien, d'autres de haine. Mais au milieu de ce tumulte, 2 voix se distinguent, David Hallyday et Laura Smet. Les enfants du rocker le remercient discrètement, avec pudeur, pour avoir dit tout haut ce qu'eux-mêmes portaient depuis des années. Laura lui envoie un message simple, chargé d'émotion. « Tu fais partie de la famille. » Cette phrase, pour Pascal, a plus de valeur que tous les applaudissements. Car depuis la disparition de Johnny, la famille Hallyday est déchirée, brisée par une guerre d'héritage, où les sentiments ont été remplacés par des avocats. David et Laura, longtemps peints comme les rebelles du clan, trouvent enfin un allié public, un témoin crédible, un ami de leur père qui ose parler sans calcul. En 2022, Pascal participe à un projet musical en hommage à Johnny, intitulé « Appelle-moi Johnny ». Dans le clip, une silhouette apparaît aux côtés d'Obispo, Laura Smet, seule. Ni Laetitia, ni Jade, ni Joy. Le choix est délibéré, assumé, presque symbolique. Il ne s'agit pas d'exclusion, mais de vérité artistique, honorer l'homme tel qu'il était, pas l'image qu'on a voulu construire après lui. Obispo explique alors son geste. Il fallait rendre à Johnny son visage d'avant, celui de la musique, de la sincérité, de la fraternité. Sur le tournage, Laura le remercie les larmes aux yeux. Elle lui confie combien son père parlait de lui avec affection, combien il aimait son exigence, sa franchise, cette façon qu'il avait de lui dire non sans jamais le trahir. Pour Laura, Pascal est devenu le gardien de la mémoire authentique, celui qui protège la vérité derrière le mythe. Quand on lui demande s'il n'a pas peur des conséquences, il sourit. La vérité vaut plus que la tranquillité. Une phrase qui résume tout. Il ne quer que pas la pa. Il quer que la giustesse. À travers ce geste, Pascal s'inscrit dans le camp des enfants, pas pour diviser, mais pour réparer. Pour lui, David et Laura incarnent la part la plus vraie de Johnny, celle du sang, de la fidélité, de la passion. Et en se tenant à leur côté, il ne fait pas un choix contre quelqu'un, mais un choix pour la mémoire. L'image est forte. 3 figures, David, Laura et Pascal, unis dans le même silence face au fantôme d'un père, d'un ami, d'une légende. Ils ne réclament pas d'argent, ni de revanche. Ils veulent seulement que le nom de Johnny retrouve son sens, celui d'un homme libre. Ce jour-là, Obispo n'était plus un simple témoin. Il est devenu le gardien d'une fidélité. Celui qui refuse que la vérité se taise au nom du confort. Les mois ont passé, mais la tempête ne s'est jamais vraiment calmée. Depuis qu'il a parlé, Pascal Obispo vit avec les conséquences de son choix. Certains l'admirent, d'autres le condamnent, mais lui avance sans se retourner. Dans chaque interview, il répète la même idée, simple et douloureuse.
Le mal est fait. Pour lui, ce mal n'est pas seulement la guerre d'héritage, ni les querelles publiques. C'est quelque chose de plus profond, la façon dont la vérité de Johnny a été effacée, réécrite, étouffée sous des discours officiels. Il parle avec la gravité d'un homme qui a vu la manipulation de près, un homme qui sait combien la gloire peut devenir une prison. Obispo est convaincu que Johnny n'avait plus le contrôle de ses décisions dans les derniers mois. Les traitements, la fatigue, la douleur, l'emprise, tout s'est mêlé pour faire taire sa volonté. Et ce testament américain, signé loin de la France, reste pour lui le symbole d'une mainmise totale. Il ne l'excuse pas, mais il le comprend. Il sait que la maladie fragilise, que l'amour rend aveugle, et que certaines personnes savent exploiter les failles des géants. Pour Pascal, parler n'était pas une vengeance, mais un acte moral. Il ne voulait pas régler des comptes, mais restaurer une mémoire. Redonner à Johnny sa part d'humanité, loin du mythe aseptisé qu'on sert aux médias. Car derrière le héros, il y avait un homme, un père, un ami, et c'est cet homme-là qu'il veut sauver de l'oubli. Aujourd'hui, il continue de chanter, mais chaque note semble porter un fragment de ce passé. Parfois sur scène, entre deux refrains, il ferme les yeux et murmure « Pour toi, frère ». Un hommage discret, sans colère, sans bruit. Juste une prière en musique. Certains ont réécrit l'histoire de Johnny, mais au final, c'est Pascal Obispo qui a osé la relire, à voix haute, avec la vérité. Et dans le silence qu'il redoutait tant, c'est encore la musique qui parle pour lui.